Bonsoir à vous qui nous suivez ce soir, où que vous soyez sur notre territoire national. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC. Je salue nos compatriotes de Kinshasa, de Lubumbashi, de Goma, de toutes nos provinces. Je salue aussi celles et ceux qui nous écoutent depuis Bruxelles, depuis Johannesburg, depuis Montréal. Votre pays prend des décisions en votre nom. Vous avez le droit de savoir ce qu'elles signifient vraiment. Ce vendredi 10 avril 2026, le président de la République a présidé la 86e réunion ordinaire du Conseil des ministres. Cette session intervient dans un contexte particulier pour notre nation. Nos léopards viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. La population célèbre, mais pendant que la fête passe en plein dans les rues, le gouvernement doit répondre à des questions autrement plus urgentes. Comment financer nos infrastructures? Comment assurer la sécurité de nos concitoyens? Comment transformer les promesses en réalisations concrètes? Notre mission ce soir reste la même qu'à chaque édition. Rendre accessible ce que le communiqué officiel rend opaque. Questionner la faisabilité de ce que l'État annonce. Exiger la transparence que nos compatriotes méritent. Ce Conseil a validé des décisions qui engagent notre avenir collectif. La reconnaissance de Kamba comme ville sainte. La création d'une réserve stratégique de substances minérales pour protéger notre souveraineté économique. Un plan national de sécurité routière qui vise à réduire de moitié les morts sur nos routes d'ici 2030. Le recouvrement de 300 millions de dollars de créances au Fonds de promotion de l'industrie. La construction du viaduc de Ngaliema pour décongestionner Kinshasa. L'État annonce. Reste à savoir si l'État peut exécuter. Le président de la République a annoncé sa volonté de faire de la cité de Kamba, dans la province du Congo central, une ville sainte. Cette reconnaissance fait suite aux demandes répétées de l'église kimbangiste. Le site est reconnu par des millions de fidèles comme la Nouvelle Jérusalem. Chaque année, des pèlerins viennent de toutes les provinces et de plusieurs régions du monde. Le rayonnement spirituel est indéniable. Le gouvernement a été chargé d'enclencher le processus. 5 ministres sont mobilisés. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de l'Urbanisme, le ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre de la Culture. Leur mission, examiner les bases juridiques permettant l'institution d'un statut spécial, définir un régime de protection du patrimoine spirituel et culturel, mettre en place un cadre de gouvernance adapté à un centre international de pèlerinage. La reconnaissance de Kamba comme ville sainte pose des questions de faisabilité immédiate. Quel statut juridique précis le gouvernement va-t-il créer? Notre législation actuelle ne prévoit pas cette catégorie de ville. Va-t-on modifier la loi sur la décentralisation? Va-t-on créer un statut administratif entièrement nouveau? Le communiqué ne le précise pas. L'aménagement du territoire est un autre enjeu. Kamba accueille déjà des dizaines de milliers de pèlerins chaque année. Les infrastructures actuelles sont-elles adaptées à ce statut international? L'État prévoit-il des investissements pour la voirie, l'assainissement, l'accès à l'eau potable, l'électricité? Le budget 2026 contient-il une ligne dédiée à ce projet? Aucun chiffre n'est avancé dans le compte-rendu. La gouvernance locale soulève également des interrogations. Comment articuler le statut de ville sainte avec les structures administratives existantes? Quelle sera l'autorité compétente? Le gouvernement provincial, une autorité religieuse, une structure hybride. Les expériences internationales montrent que la gestion des villes saintes exige une coordination complexe entre pouvoir temporel et autorité spirituelle. Si cette décision tient ses engagements, nos compatriotes de Kamba devraient constater d'ici la fin de l'année 2026 la publication d'un décret définissant le statut juridique de leur cité et l'annonce d'un plan d'aménagement chiffré. C'est le minimum pour que cette reconnaissance dépasse le stade symbolique. Le président de la République a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux des réformes engagées au sein de notre appareil diplomatique. Cette communication fait suite à celle du 20 mars 2026,
relative à la prise en charge systématique des diplomates et des missions diplomatiques. Le diagnostic est connu. Notre diplomatie souffre de dysfonctionnements structurels, des arrivées de salaires dans certaines missions, des locaux vétustes, une gestion administrative parfois défaillante. Le président demande au gouvernement de poursuivre avec constance la modernisation, la professionnalisation et la rationalisation de notre diplomatie. 5 ministres sont mobilisés. La ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre du budget, le vice-premier ministre de la fonction publique. Leur mission: assurer la modernisation de l'académie diplomatique et du protocole d'État, suivre la situation administrative et financière de toutes nos missions, proposer des mesures correctives, accélérer la transformation numérique. La question budgétaire est centrale. Le vice-premier ministre du budget et le ministre des Finances ont été chargés de mettre à disposition les ressources nécessaires. Mais de quel montant parle-t-on? Le budget 2026 prévoit-il une enveloppe spécifique pour ce relèvement diplomatique? Nos missions à l'étranger sont au nombre de combien exactement? Combien d'entre elles sont en situation d'avéré? Le taux d'exécution budgétaire du ministère des Affaires étrangères des 5 dernières années donnerait une indication sur la capacité réelle de l'État à traduire ces annonces en faits. Ces données ne figurent pas dans le compte-rendu. L'ECA annonce une modernisation. L'arithmétique de l'exécution budgétaire nous dira si cette modernisation est finançable. La transformation numérique mérite attention. De quelle infrastructure technologique parle-t-on exactement? Un portail unique pour les services consulaires? Une plateforme de gestion administrative centralisée? Un système de paye dématérialisé pour les agents? Sans précision technique, la transformation numérique reste un mot valise. Si cette réforme produit les effets annoncés, nos compatriotes de la diaspora devraient constater d'ici le 3e trimestre 2026 une amélioration mesurable de la qualité des services consulaires dans au moins 3 de nos missions prioritaires. C'est l'indicateur citoyen le plus direct. Le président de la République a martelé une exigence de transparence sur la mise en œuvre des recommandations de la conférence des gouverneurs. Les chiffres révèlent un problème structurel. La 11e conférence tenue à Calémie avait formulé 60 recommandations. Le taux d'exécution est qualifié de limité dans le compte-rendu. La 12e session à Kolwezi en juin 2025 avait adopté 55 recommandations. La 13e session à Bandundu en a formulé 82 autres. L'arithmétique est sans concession. 197 recommandations cumulées sur 3 sessions. Le compte-rendu ne précise pas combien ont été effectivement mises en œuvre. Cette absence de chiffres est elle-même révélatrice. Si le taux d'exécution était satisfaisant, il serait mentionné. Le président exige désormais un dispositif de suivi renforcé. 3 mesures concrètes. Des rapports d'étape après chaque session. L'état d'exécution de la session précédente inscrit à l'ordre du jour de chaque nouvelle session. Un mécanisme de redevabilité permettant d'identifier les progrès, les contraintes et les ajustements nécessaires. La Première ministre a été chargée de veiller à l'intégration des recommandations dans les politiques publiques et les programmes sectoriels. Le vice-premier ministre de l'Intérieur doit proposer un dispositif cohérent de suivi. Délai 20 jours. Ce délai de 20 jours est vérifiable. Nous sommes le 10 avril 2026. Le vice-premier ministre de l'Intérieur devra présenter son dispositif de suivi au plus tard le 30 avril 2026. C'est un engagement présidentiel traçable. Soit ce dispositif sera présenté dans les délais, soit il ne le sera pas. L'exécution de cette instruction simple dira beaucoup sur la capacité du gouvernement à honorer les directives présidentielles. Pourquoi les gouverneurs de province n'ont-ils pas assuré la traduction opérationnelle des recommandations précédentes? Le compte-rendu mentionne des difficultés persistantes sans les nommer. S'agit-il de contraintes budgétaires, de résistance administrative, de manque de moyens techniques? Sans diagnostic précis des causes de ces échecs passés, comment garantir que le nouveau dispositif produira des résultats différents? Les données de ces 3 sessions illustrent les difficultés persistantes, indique le compte-rendu. Mais quelles données exactement? Un gouvernement qui exige la redevabilité de ses gouverneurs
devrait commencer par publier les taux d'exécution réels. La transparence ne se divise pas. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a informé le Conseil d'une séance de travail tenue avec les responsables des services de sécurité, le ministère des Postes, la RPTC et les opérateurs de télécom. Le constat est établi. Les auteurs d'actes criminels recourent massivement aux services de télécommunications pour organiser leurs activités. Dans l'attente de la mise en œuvre du fichier national d'identification, le gouvernement annonce des mesures urgentes. Exigences renforcées pour l'acquisition de cartes SIM. Limitation du nombre de cartes SIM par individu. Relance de la campagne d'identification et de sensibilisation des abonnés. Dispositions spécifiques pour l'identification des abonnés étrangers. Ces mesures soulèvent des questions de faisabilité immédiate. Comment le gouvernement va-t-il imposer des exigences renforcées d'identification alors que le fichier national d'identification n'existe pas encore? Quelle base de données les opérateurs utiliseront-ils pour vérifier l'identité des acheteurs de cartes SIM? Les cartes d'identité nationale? Les permis de conduire? Les passeports? Chacune de ces pièces a un taux de pénétration différent dans la population. La limitation du nombre de cartes SIM par individu pose un problème technique. Comment empêcher un citoyen d'acheter une deuxième carte SIM auprès d'un opérateur différent si les bases de données des opérateurs ne sont pas interconnectées? Le communiqué ne mentionne pas la création d'une plateforme centralisée de vérification. La situation sécuritaire reste préoccupante dans plusieurs provinces. Le vice-premier ministre de la Défense a fait le point sur les opérations dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Le ministre délégué chargé des anciens combattants a complété pour le Congo central, Kinshasa et les ex-provinces du Grand Bandundu concernant la question des Mobondo. Le compte-rendu ne détaille pas les opérations en cours ni les résultats obtenus. Le ministre de la Santé a présenté la situation épidémiologique caractérisée par l'épidémie de choléra. Les chiffres de la semaine écoulée montrent une très légère baisse. 1157 cas suspects contre 1161 la semaine précédente. 12 décès enregistrés. Létalité de 1% contre 0,5% la semaine précédente. Cette augmentation de la létalité mérite attention. Passer de 0,5% à 1% signifie que la proportion de cas mortels double. Est-ce lié à une prise en charge tardive, à un manque de moyens dans les centres de traitement, à une virulence accrue de la souche circulante? Le compte-rendu ne fournit pas d'explication. La province du Sud Kivu reste la plus touchée avec 234 nouveaux cas et 6 décès. À Kinshasa, 51 nouveaux cas suspects ont été rapportés sans décès. Une baisse par rapport aux 89 cas de la 12e semaine. C'est une amélioration, mais le nombre reste au-dessus de la barre de 1000 cas par semaine au niveau national. La situation à la prison centrale de Mangungu est alarmante. Depuis le 23 mars 2026, des cas suspects sont notifiés suite au transfert de détenus en provenance des cachots de l'OASI. Au 8 avril 2026, le cumul s'élève à 160 cas, dont 13 décès. Létalité, 8,1%. C'est 8 fois supérieur à la létalité nationale. 7 pavillons sont touchés, sur les 11 que compte la prison. Le choléra se transmet par l'eau et les aliments contaminés. Cette propagation rapide dans un espace clos révèle des conditions sanitaires défaillantes. L'accès à l'eau potable est-il garanti dans cette prison? Les installations d'assainissement fonctionnent-elles? Combien de détenus par cellule? Le communiqué indique que plusieurs actions sont en cours pour la prise en charge. Quelles actions exactement? Combien de lits de traitement ont été installés? Combien de perfusions de réhydratation disponibles? Combien de personnels médicaux déployés? Sans ces précisions, l'affirmation que des actions sont en cours reste invérifiable. Les 160 cas et 13 décès à Mangungu en 2 semaines représentent 13,8% du total national des cas de cette période. Une seule prison concentre près de 14% de l'épidémie nationale. Cela pose une question de responsabilité de l'État dans la protection de la santé des personnes placées sous sa garde. Le vice-premier ministre des Transports a présenté le plan national de sécurité routière. L'objectif annoncé, réduire de moitié le nombre de morts sur les routes à l'horizon 2030.
Cela fait suite à l'instruction présidentielle visant à lutter contre les accidents de circulation qui causent de lourdes pertes en vies humaines. Le diagnostic identifie 4 causes majeures: l'état des engins, le cadre légal et réglementaire, les facteurs humains, l'état des infrastructures routières. Sur chacun de ces axes, le constat est connu de tous nos compatriotes. Des véhicules vétustes circulent sans contrôle technique. Le code de la route date de décennies. Les comportements à risque sont banalisés. Les routes sont défoncées. Le plan vise plusieurs objectifs spécifiques. Actualisation du code de la route. Rendre socialement inacceptable le comportement à risque. Renforcer l'éducation et la sensibilisation. Faire progresser la sécurité des infrastructures routières. La question de la faisabilité se pose immédiatement. Réduire de moitié les morts sur les routes d'ici 2030 suppose d'abord de connaître le chiffre actuel. Combien de morts sur nos routes en 2025? Le compte-rendu ne fournit pas ce chiffre de référence. Comment mesurer une réduction de moitié si le point de départ n'est pas établi? L'actualisation du code de la route nécessite un processus législatif. Un projet de loi doit être déposé à l'Assemblée nationale. Il doit être examiné en commission, débattu en plénière, voté, promulgué. Ce processus prend combien de temps en moyenne dans notre système parlementaire? Les données des 5 dernières années montrent que les projets de loi portant sur la sécurité publique mettent entre 18 et 36 mois entre le dépôt et la promulgation. La sécurité des infrastructures routières dépend des investissements. Combien l'État prévoit-il d'allouer à la réhabilitation des routes nationales dans le budget 2026? Combien de kilomètres de routes dangereuses identifiées comme prioritaires? Quel est le coût moyen de sécurisation d'un kilomètre de route, signalisation, éclairage, marquage, aménagement des accotements? Le plan se dit porteur d'une vision commune mobilisatrice, tous unis pour réduire de moitié d'ici 2030 les morts et blessés. Les visions mobilisatrices ne sauvent pas de vie. Les moyens concrets le font. Contrôle technique obligatoire et systématique. Sanctions dissuasives contre les comportements à risque. Infrastructures routières aux normes de sécurité. Budget d'exécution traçable. Le Conseil a pris acte de ce plan. Prendre acte signifie reconnaître l'existence d'un document. Cela ne garantit ni son financement, ni sa mise en œuvre. Si ce plan produit les effets annoncés, nos compatriotes devraient constater d'ici décembre 2026 la publication du nouveau code de la route et le lancement des premiers contrôles techniques obligatoires dans au moins 3 provinces pilotes. Le ministre des Infrastructures a présenté le projet de construction du viaduc de Ngaliema. L'objectif, décongestionner la rocade nord-ouest et la route de Matadi. L'ouvrage vise à créer un contournement stratégique de la place Kitambo Magasin et de l'axe Kitambo Boulevard Lumumba Sosimat, zone de forte congestion. Les caractéristiques techniques sont précises. Longueur 3,50 km. Configuration 2 x 2 voies. Vitesse de référence 60 à 80 km/h. Tracé départ avenue du Tourisme à hauteur de l'hôpital de la Rive. Passage par le site de Safricas, débouché sur le boulevard Triomphal à proximité de l'hôtel Pullman. Ce projet soulève des questions de faisabilité budgétaire et technique. Quel est le coût estimé de cet ouvrage? Un viaduc urbain de 3,50 km en configuration 2 x 2 voies représente un investissement de plusieurs dizaines de millions de dollars selon les standards internationaux de construction. Le budget 2026 prévoit-il cette enveloppe? Le mode de financement n'est pas précisé. S'agit-il d'un financement sur budget national, d'un partenariat public-privé, d'un prêt concessionnel auprès d'un bailleur international? Sans cette information, impossible d'évaluer la probabilité de réalisation. Le tracé longe la bordure fluviale. Cela suppose des études géotechniques approfondies pour assurer la stabilité des fondations dans un environnement proche du fleuve Congo. Ces études ont-elles été réalisées? Les résultats sont-ils disponibles? Le délai de réalisation n'est pas mentionné. Un ouvrage de cette envergure nécessite combien de temps entre l'attribution du marché et la mise en service? Les expériences comparables dans notre pays donnent une indication. Le viaduc de l'échangeur de Limete
d'une longueur moindre a nécessité plusieurs années de travaux. La procédure de passation du marché mérite attention. Un projet de cette ampleur doit faire l'objet d'un appel d'offres international selon la loi sur les marchés publics. Le compte-rendu ne mentionne ni appel d'offres ni attribution de marché. Cela signifie que le projet est encore au stade de conception. Le Conseil a pris acte de cette présentation. Entre la prise d'acte et le premier coup de pioche, combien d'étapes restent à franchir? Validation des études techniques, mobilisation du financement, lancement de l'appel d'offres, attribution du marché, signature du contrat. Chacune de ces étapes prend du temps. Si ce projet tient ses engagements, nos compatriotes de Kinshasa devraient constater d'ici la fin de l'année 2026 la publication de l'appel d'offres international et l'attribution du marché. C'est le premier indicateur concret de passage à l'exécution. Le ministre des Ressources hydrauliques a rappelé la situation de la Régie des eaux et proposé un plan d'urgence pour améliorer la desserte de l'eau à Kinshasa. Le diagnostic est connu. Perte d'un volume important d'eau produit à cause du mauvais état du réseau de distribution qui date de plus de 50 ans, manque de pièces de rechange, érosion causée par les pluies qui dégradent le réseau. Le plan d'urgence repose sur 2 leviers, le paiement des consommations d'eau par les instances officielles, l'application d'un nouveau tarif de vente d'eau. Sur le premier levier, le vice-premier ministre de l'économie a souligné la nécessité de faire un audit des universités dites publiques qui s'approvisionnent sans payer leurs factures. Cette situation n'est pas nouvelle. Depuis des années, des institutions publiques accumulent des arriérés auprès de la Régie des eaux. Quel est le montant cumulé de ces impayés? Le compte-rendu ne le précise pas. Sur le second levier, un nouveau tarif de vente d'eau a été examiné. Les experts du ministère de l'Économie et des Ressources hydrauliques ont travaillé avec la Régie des eaux en tenant compte des catégories sociales les plus vulnérables. Quel est ce nouveau tarif exactement? Quelle est l'augmentation par rapport au tarif actuel? Combien paiera un ménage moyen de Kinshasa pour sa consommation mensuelle? Le communiqué indique que grâce à ce nouveau tarif, la Régie des eaux pourra lancer les actions nécessaires pour résoudre les problèmes opérationnels. Mais à quelle hauteur ce nouveau tarif augmente-t-il les recettes de la Régie? Si le tarif augmente de 20%, mais que le taux de recouvrement reste à 40% comme actuellement, l'effet sur les recettes réelles sera limité. La question de l'accès à l'eau potable touche directement la santé financière des foyers. Une augmentation des tarifs, même justifiée par la nécessité de financer la réhabilitation du réseau, pèse sur la dignité du portefeuille. Nos compatriotes ont le droit de savoir de combien leur facture va augmenter et quelles améliorations concrètes ils constateront en contrepartie. Le réseau date de plus de 50 ans. Le remplacer entièrement nécessiterait des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars. Le plan d'urgence ne mentionne aucun chiffre d'investissement. S'agit-il uniquement de réparations ponctuelles ou d'un programme de réhabilitation systématique? Le ministre de l'Industrie a présenté la situation des créances en souffrance du Fonds de promotion de l'industrie. Le montant, environ 300 millions de dollars. Ces créances représentent des financements accordés à des projets industriels qui n'ont pas été remboursés. Le ministre a demandé au conseil d'administration du FPI de faire auditer le portefeuille de créances. 2 objectifs: définir une stratégie de recouvrement efficiente et détecter d'éventuels dysfonctionnements internes. Organisation impertinente, manque de compétences ou persistance de pratiques informelles dans l'octroi de ressources. Cette demande d'audit reconnaît implicitement que le FPI n'a pas géré ses créances de manière optimale. Sinon, pourquoi auditer? L'audit révélera-t-il des prêts accordés sans garantie suffisante, des financements détournés de leur objet, des complicités internes ayant facilité le non-remboursement? Le ministre propose de ne pas attendre les conclusions de l'audit. Il demande la mise en place d'une commission spéciale gouvernementale. Mission: catégoriser les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi, négocier des protocoles de transaction pour les créances récupérables à l'amiable, engager des actions de recouvrement forcé avec l'appui de la force publique, proposer des mesures conservatoires sur les patrimoines des débiteurs insolvables. Ces mesures supposent que les débiteurs sont identifiés
et que les montants sont déterminés. Le communiqué le confirme. Les dettes sont reconnues, les montants déterminés, les échéances dépassées, les débiteurs identifiés. Si toutes ces informations sont disponibles, pourquoi ces créances n'ont-elles pas été recouvrées plus tôt? L'appui de la force publique pour le recouvrement forcé mérite attention. Cela signifie-t-il des saisies de biens, des blocages de comptes bancaires, des procédures judiciaires accélérées? Le cadre légal du recouvrement forcé des créances publiques existe dans notre législation. La question est de savoir si l'État a la volonté politique de l'appliquer contre des détenteurs qui peuvent avoir des connexions avec le pouvoir. 300 millions de dollars représentent une somme considérable pour le secteur industriel. Le ministre souligne que l'économie congolaise et le secteur industriel ont grandement besoin de ressources financières. Recouvrer ces créances permettrait de financer de nouveaux projets structurants. Le taux de recouvrement historique du FPI donnerait une indication sur la probabilité de succès de cette commission. Ces données ne figurent pas dans le compte-rendu. Si par le passé, le FPI a réussi à recouvrer 10% ou 20% de ses créances en souffrance, on peut anticiper un résultat similaire, même avec une commission spéciale. Si en revanche, le taux de recouvrement historique est proche de zéro, cela révèle des problèmes structurels plus profonds que la création d'une commission ne résoudra pas. Le ministre demande également l'accélération du décret d'application de la loi modifiant la taxe de promotion de l'industrie. Ce décret est en attente depuis des mois. Combien de recettes cette taxe devrait-elle générer annuellement? Comment ces recettes seront-elles affectées au FPI? Si cette commission produit les résultats annoncés, le FPI devrait publier d'ici le troisième trimestre 2026 un rapport détaillé sur les montants effectivement recouvrés et les protocoles de transactions signés avec les débiteurs de bonne foi. C'est l'indicateur de redevabilité minimale. Le Conseil a adopté le projet de décret portant institution d'une réserve stratégique de substances minérales stratégiques. Il s'agit de substances qui occupent une place prépondérante dans notre économie et qui revêtent une importance capitale sur le marché international. Les objectifs annoncés: contribuer à la stabilisation du marché des substances minérales stratégiques, soutenir la politique de valorisation de ces substances, renforcer la souveraineté économique de la RDC. Quelles substances exactement? Le compte-rendu ne fournit pas la liste. S'agit-il du cobalt, du cuivre, du coltan, de l'or, des diamants? Toutes ces substances à la fois ou seulement certaines d'entre elles? Sans cette précision, impossible d'évaluer la portée réelle de la mesure. La création d'une réserve stratégique suppose des capacités de stockage. Où ces substances seront-elles entreposées? Sous quelle forme? Le cobalt, par exemple, se stocke sous différentes formes: concentré, raffiné, métal. Chaque forme nécessite des infrastructures spécifiques. Ces infrastructures existent-elles? La gestion de cette réserve a été confiée à l'autorité de régulation et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques, la RECOMS. Cette institution a été créée en 2019. Le Conseil a d'ailleurs adopté ce jour un décret modifiant son organisation et fonctionnement. Une réserve stratégique a un coût. Il faut acheter les substances pour constituer la réserve, les stocker, les sécuriser, gérer les rotations pour éviter la dégradation, financer les opérations de la RECOMS. Quel budget l'État alloue-t-il à cette réserve? Le compte-rendu ne mentionne aucun chiffre. La stabilisation du marché par une réserve stratégique fonctionne selon un principe simple. Quand les prix baissent, l'État achète pour soutenir les cours. Quand les prix montent, l'État vend pour éviter la surchauffe. Ce mécanisme nécessite des moyens financiers considérables. Les exemples internationaux montrent que seuls les États disposant de capacités budgétaires importantes peuvent maintenir des réserves stratégiques efficaces sur la durée. Notre pays est le premier producteur mondial de cobalt. Nous produisons environ 70% du cobalt mondial. Créer une réserve stratégique de cobalt pourrait effectivement nous donner un levier de négociation sur le marché international. Mais cela suppose de retirer de la vente d'une partie de notre production, donc de renoncer à des recettes immédiates pour un bénéfice futur incertain. Le renforcement de la souveraineté économique
est un objectif louable. La vraie souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit par des choix budgétaires cohérents, des institutions fonctionnelles et une vision à long terme soutenue par des moyens concrets. Si cette réserve tient ses engagements, nos compatriotes devraient constater d'ici la fin de l'année 2026 la publication d'un rapport de la RECOM précisant les volumes de substances stockées, les infrastructures de stockage opérationnelles et le budget alloué au fonctionnement de la réserve. Le ministre du Commerce extérieur a présenté l'appropriation de l'accord de facilitation des investissements pour le développement par le gouvernement. Les objectifs de cet accord: améliorer la transparence des règles entre gouvernement et entreprises, établir des normes claires en matière de facilitation des investissements, simplifier les procédures administratives, mettre en place un cadre mondial favorisant les meilleures pratiques. Le ministre souligne que les investissements directs étrangers constituent un levier stratégique pour le développement des secteurs agricoles, industriels, miniers et des services, d'où la nécessité de s'approprier cet accord pour tirer le maximum de dividendes. L'appropriation d'un accord international nécessite des réformes internes. Transparence accrue, lutte contre la corruption, modernisation des administrations. Le ministre le reconnaît explicitement. Cela suppose une volonté politique soutenue et des moyens budgétaires pour transformer les administrations. Notre pays a signé de nombreux accords internationaux sur l'amélioration du climat des affaires. La question n'est pas de savoir si ces accords sont bons sur le papier. La question est de savoir si nous les mettons effectivement en œuvre. Le classement Doing Business de la Banque mondiale, avant sa suspension, plaçait la RDC parmi les pays où il est le plus difficile de faire des affaires. Ce classement reflétait la réalité vécue par les investisseurs. Simplifier les procédures administratives signifie réduire le nombre d'étapes pour créer une entreprise, obtenir un permis de construire, raccorder l'électricité, enregistrer une propriété. Sur chacun de ces indicateurs, nos performances sont en dessous des standards régionaux. L'accord de facilitation des investissements peut-il changer cette réalité sans réforme administrative profonde? La ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil de l'organisation de la 13e édition de la Semaine de la science et des technologies. Organisée depuis 2014, cette édition est désormais inscrite au calendrier scolaire officiel. Elle revêt un caractère institutionnel et structurant pour le système éducatif national. Le thème de cette année, au cœur du geste technique. Les objectifs: rapprocher l'école de la pratique, valoriser les filières scientifiques et techniques, susciter des vocations chez les jeunes, notamment chez les filles, renforcer les passerelles entre éducation, recherche, innovation et monde du travail. Cette édition s'inscrit dans une logique de développement des compétences, d'apprentissage par l'expérimentation et d'orientation des apprenants vers les secteurs porteurs. La ministre a sollicité l'implication des ministères sectoriels concernés. L'institutionnalisation de cette semaine est positive. Elle donne une visibilité récurrente aux sciences et technologies dans notre système éducatif. La question est de savoir si cette semaine produit des effets durables sur l'orientation des élèves et la qualité de l'enseignement scientifique. Susciter des vocations chez les filles est un objectif important. Les données UNESCO montrent que dans la plupart des pays africains, les filles sont sous-représentées dans les filières scientifiques et techniques. Quelle est la situation exacte en RDC? Quel pourcentage de filles dans les filières techniques et scientifiques au secondaire? Sans ce chiffre de référence, impossible de mesurer les progrès. Le ministre des Sports a présenté le rapport sur les préparatifs des Léopards pour leur participation à la Coupe du Monde en juin prochain. 52 ans après sa première participation, notre pays retourne à la phase finale de la plus prestigieuse compétition mondiale. Notre pays est placé dans le groupe K, 3 matchs au premier tour, le 17 juin à Houston contre le Portugal, le 23 juin à Guadalajara au Mexique contre la Colombie, le 25 juin à Atlanta contre l'Ouzbékistan. Le ministre souligne que cette participation ne doit pas être une simple présence. Elle doit refléter la nouvelle ambition congolaise et notre soft power international.
Cela implique une préparation méticuleuse. Les joueurs sont repartis dans leur club pour disputer les derniers matchs de la saison. Ils rejoindront la sélection nationale du 1er au 9 juin pour un stage de préparation ponctué de matchs amicaux face à des équipes ayant le profil de nos adversaires. Une commission de préparation a été mandatée pour proposer un programme détaillé. Choix des adversaires en amical, lieu du stage, budget prévisionnel. Et une commission mixte interministérielle sera constituée pour étudier les modalités d'obtention de visa pour les supporters congolais. Le budget prévisionnel n'est pas mentionné dans le compte-rendu. Combien coûte la préparation d'une équipe nationale pour une Coupe du Monde? Transport, hébergement, matchs amicaux, staff technique, équipement, logistique. Ces dépenses se chiffrent en millions de dollars. Le gouvernement a soutenu la qualification des Léopards. Le ministre rend hommage à la volonté personnelle du président de la République. Mais entre soutenir une qualification et financer une préparation optimale pour la compétition, l'engagement budgétaire n'est pas le même. Nos compatriotes veulent voir les Léopards bien préparés, bien équipés, dans les meilleures conditions pour honorer le pays. Si le gouvernement tient ses engagements, le budget détaillé de la préparation devrait être publié avant la fin avril 2026 pour permettre aux instances compétentes de mobiliser les fonds nécessaires. Le ministre du Tourisme a informé le Conseil de la participation de la RDC à la Foire internationale du tourisme de Durban en Afrique du Sud du 11 au 14 mai 2026. Cette foire réunit agences de voyage, hôtels, compagnies aériennes, investisseurs et acheteurs internationaux. C'est une vitrine pour la promotion des destinations africaines et la création de partenariats. Le ministre demande des dispositions pour assurer une visibilité à travers un stand moderne présentant les possibilités du secteur touristique congolais. Le coût de participation à ce type de foire internationale se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Stand, matériel promotionnel, déplacement, hébergement de la délégation. Le budget du ministère du Tourisme prévoit-il cette ligne de dépenses? Le Conseil a également adopté le décret modifiant l'organisation et le fonctionnement de la RECONS, l'autorité de régulation du marché des substances minérales stratégiques. Cette modification intervient en même temps que l'adoption du décret créant la réserve stratégique. Les deux textes sont liés puisque la RECONS aura la mission de gérer cette réserve. Cette session du Conseil des ministres du 10 avril 2026 révèle une tension constante entre l'ambition affichée et les moyens disponibles. Le gouvernement annonce des réformes structurelles, reconnaissance de Kamba comme ville sainte, modernisation de la diplomatie, plan national de sécurité routière, viaduc de Ngaliema, réserve stratégique de substances minérales. Chacune de ces décisions nécessite des ressources financières, techniques et humaines considérables. Le communiqué officiel ne précise presque jamais les montants budgétés, les délais d'exécution contraignants ou les indicateurs de performance mesurables. Cette absence systématique de chiffres n'est pas un oubli. Elle reflète une pratique gouvernementale où l'annonce prime sur la planification détaillée. Prenons 3 décisions pour illustrer ce point. Le viaduc de Ngaliema, aucun coût, aucun délai, aucun mode de financement. Le plan national de sécurité routière, aucun chiffre de référence sur les morts actuelles, aucun budget d'exécution. La réserve stratégique de substances minérales, aucune liste de substances concernées, aucune infrastructure de stockage mentionnée, aucun budget alloué. Nos compatriotes ont noté plusieurs dates et engagements traçables. Le vice-premier ministre de l'Intérieur doit présenter son dispositif de suivi des recommandations de la conférence des gouverneurs dans un délai de 20 jours, soit au plus tard le 30 avril 2026. Si ce plan national de sécurité routière tient ses promesses, le nouveau code de la route devrait être publié et les premiers contrôles techniques lancés avant la fin de l'année 2026. Si la reconnaissance de Kamba avance concrètement, un décret définissant le statut juridique de la cité devrait être publié dans les prochains mois. Ce sont des jalons vérifiables. L'exécution de ces engagements dira si le gouvernement transforme les annonces en réalité
ou si le Conseil des ministres reste un exercice de communication politique. C'était Noémie pour Inside News RDC. Les faits d'abord, toujours, à la prochaine et bonne continuation.